Et on découvre des situations hallucinantes, abracadabrantesques, de rupture totale, de jeunes qui n'ont plus accès à rien. Plus de carte d'identité, pas de mutuelle, pas de logement, plus de relations, problèmes de consommation, prostitution, enfin. Là, tout près de nous. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde. Raconte la rencontre. C'est drôle, il y a quelques semaines, quand je t'ai appelé pour faire cette interview, tu m'as dit « Attends, je peux te rappeler dans 10 minutes ». Et en fait, tu voulais écouter la chronique de Myriam Leroy, et elle te précède dans Raconte. C'est pas mal, non? Les choses sont bien faites. Bonjour Denis Rioux. Bonjour. Bienvenue sur Raconte. Merci à vous de m'inviter. Dis-moi Denis, qui es-tu? Qui suis-je? On est à la Pommerée, donc je suis le directeur de la Pommerée. Une ASBL qui accompagne des jeunes en difficulté, adolescents et jeunes adultes. Mais je suis plein d'autres choses, évidemment. Et par exemple? Je suis un homme qui aime la liberté. Je suis un homme qui jouit de la liberté. Je suis un homme qui passe beaucoup de temps dans la nature, qui voyage, qui a une vie de famille, qui plonge dans les bouquins, qui réfléchit beaucoup. Je suis un hyperactif contemplatif. Une bonne définition, on ne l'avait jamais faite celle-là. Mais c'est parce que je suis dans un passage. J'étais hyperactif et je deviens contemplatif en vieillissant pour sans doute devenir paresseux et puis m'évanouir. Est-ce que c'est de la paresse d'être contemplatif? Non. Non, c'est très actif la contemplation en fait. Ça demande beaucoup de ressources mentales. Oui, j'aime ça, j'aime comprendre. J'aime comprendre donc dans les interactions, j'aime comprendre dans la science ou les sciences, enfin les apports que d'autres peuvent me donner, et puis j'aime comprendre par la contemplation ou la réflexion, la méditation aussi. Mais je crois que tu es un peu le client parfait pour Raconte. En disant tout ça, c'est toutes des choses qui se retrouvent un peu chez différentes personnes qu'on a déjà interviewées et qu'on va sans doute encore interviewer. Pour donner un peu de contexte, on se trouve où tu l'as déjà un peu dit, mais concrètement, parce que Raconte s'écoute mais aussi se regarde. Donc pour les gens qui nous écoutent éventuellement, peut-être décrire un peu la pièce dans laquelle on se trouve. Donc nous sommes dans mon bureau, dans mon joyeux bordel, au sein de l'ASBL La Pommerée, située à Faux-les-Tombes. Qu'est-ce que c'est la Pommerée? La Pommerée, c'est un service, alors ça s'appelle officiellement un service agréé et subventionné de l'aide spécialisée à la jeunesse. Donc ça veut dire que notre mission principale est d'accueillir et d'accompagner des adolescents et adolescentes qui sont en crise aiguë ou chronique, en difficulté de différents types. Les accompagner vers l'autonomie, la responsabilisation, la citoyenneté. Par différents biais, hein. On peut héberger des jeunes dans notre centre, on peut les héberger dans des logements supervisés, les accompagner dans leur milieu de vie. Nous organisons des séjours de remobilisation en Afrique de l'Ouest, au Bénin. On va y revenir. On accompagne les jeunes aussi là où ils sont, simplement, parfois à la rue. Voilà, c'est un service qui s'adapte aux personnes, parce que j'ai toujours considéré que le mot... Parce qu'avant, ça s'appelait des institutions. Maintenant, ça s'appelle des services. Donc moi, je prends la langue au mot. Nous sommes un service, donc nous nous mettons au service des gens. Et nous adaptons nos pratiques en fonction de leurs besoins. Bien. Qui sont ces jeunes? D'où viennent-ils? Ça pourrait être vos enfants, comme les miens. Donc des petits-enfants, Ah, des non, grands-enfants? Alors, non, la Pommerée, c'est adolescent uniquement. Donc à partir de 12-13 ans. Oui, rien avant 12 ans.
Alors, ces jeunes. Et les jeunes, ils sont... Il n'y a pas une génération spontanée de jeunes qui vont mal. Les jeunes, ils sont le miroir de notre société. Donc les jeunes qu'on a pour l'instant sont principalement des jeunes qui sont en déshérence. Désespoir, je ne sais pas, déshérence, absence de projet, absence de vision, absence de compréhension des enjeux, de ce qui se passe. Alors oui, globalement, on a une population ou un public qui est plus fragilisé, plus vulnérable sur le plan socio-économique, globalement, mais on constate quand même qu'il y a une tendance à une sorte de lissage. Et tout adolescent, à l'heure actuelle, peut se retrouver entre nos griffes, je dirais. Alors, il y a des jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction, comme on dit, donc qui ont délinquants. Généralement, nous, on aime bien dire que ce sont des jeunes qui sont en perte de repères et en perte de projet. Ils sont en décrochage familial, social, scolaire, psychique. Alors, on retrouve du décrochage scolaire, de la consommation de stupéfiants, le rien aussi. Le rien? C'est quoi de rien? Le rien faire, le rien vouloir, le rien comprendre. Une sorte de... L'adolescence a toujours été dans toutes les sociétés, dans la nôtre depuis la nuit des temps, je pense. Enfin, non, depuis qu'on a considéré qu'il y avait une adolescence, pardon. Hein, parce que quand tu saurais dater ça? Les historiens, pardon? Tu saurais dater, plus ou moins? À quelle époque on a dit il y a des adolescents? Oh, c'est assez récent, je pense. Hein. J'ai l'impression aussi. C'est récent, hein, ça. Je pense même que c'est la... il faudrait que je relise, mais je dirais début 20e. Hein. Peut-être au moment de la scolarisation. Alors oui, quand il y a eu plus de scolarisation, quand il y a eu une technologisation de la société qui a nécessité que plus de gens fassent plus d'études aussi, quand il y a eu de meilleures conditions socio-économiques qui ont permis aux familles de ne pas devoir utiliser les enfants pour... Oui, non, je pense même que, allez, quand je dis début 20e, à mon avis, ça s'est certainement développé plutôt après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Mes parents, qui sont encore de l'avant-guerre, l'adolescence était relativement... Elle existait, mais elle était très courte. Et elle était considérée juste comme l'âge idiot. Elle n'était pas un concept sociétal comme on a maintenant. Et ce qui est plus compliqué, c'est pour ça qu'on a créé un nouveau projet aussi pour les jeunes, ce qu'on appelle l'âge de transition, c'est que tout un temps, l'adolescence correspondait à l'âge de la majorité, c'est-à-dire qu'on terminait l'adolescence quand on entamait la majorité. Soit on allait travailler, soit on allait aux études supérieures, et on en avait fini avec les conneries. On en faisait d'autres à l'UDIF, mais bon, les conneries grandes. Maintenant, l'adolescence, elle commence à 12 ans, elle finit à 25. Hein. On parle même d'adolescents maintenant. Effectivement. Voilà. Donc, ce qui est assez étonnant, quand j'ai commencé à travailler, on était majeur à 21 ans. On était dans quelle année, plus ou moins, pour contextualiser? 90. Ok. 1900. Majeur... On peut contextualiser, mais peut-être pas à ce moment-là. C'était majeur à 21 ans. Ah, effectivement. Maintenant, on est majeur à 18 ans, et on est adulte à 25. Hein. Pour tout le monde ou... Ouais, globalement, oui. Il faudra qu'on s'entende sur ce qu'on veut dire par adulte. Hein. Justement, c'est quoi être adulte? Pleinement responsable, pleinement autonome et responsable. Donc, tu parles d'une autonomie financière, avoir un emploi, ce genre de choses? Dans notre société, la question, on met beaucoup de choses, on met beaucoup de significations dans la question de l'autonomie. Hein. Oui, je pense que les conditions
sociales et sociétales sont telles que accéder à une autonomie suffisante pour pouvoir être considéré comme étant véritablement adulte, c'est-à-dire une autonomie, autonomos, se définir ses propres règles. Oui, c'est une autonomie psychique, c'est une autonomie relationnelle, c'est une autonomie financière, c'est un peu le tout. Hein. L'autonomie, c'est pas avoir un logement à soi. C'est pouvoir aussi avoir la capacité d'être citoyen, d'être acteur d'une manière ou d'une autre dans le champ social dans lequel on vit. Quoi. Trouver sa place. Trouver sa place. Ce qui n'est pas évident. Pas du tout. Comment tu aides des jeunes que, on va dire que tu encadres ou qu'on encadre ici à la Pommeraye à trouver leur place? C'est une vaste question, tu vas me dire. Très vaste question. Alors, Compris tout ça, j'imagine que c'est trop lent. Non. Ah. Il y a un côté aussi contemplatif chez Raconte, donc je crois qu'on s'est un peu trouvé là-dessus. On aime les réponses longues, les analyses, et... non, vas-y. Je n'avais pas pensé à cette question-là, donc je vais essayer d'approcher en ayant une réponse un peu méta. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un métier. C'est une posture. J'écris quand je marche. Je marche beaucoup, j'écris beaucoup. C'est une posture éthique, une posture politique et une posture poétique. Alors, je vais essayer de définir ce que j'entends par là. Éthique, c'est partir du principe que toute trajectoire d'individu est possible. C'est-à-dire, quand on commence à rencontrer une personne, tout est possible. Moi, j'aime les aphorismes. J'avais écrit un jour « Rien n'est, tout naît. Rien n'est EST, tout naît NAIT. » Donc, de manière éthique, on rencontre une personne. De cette rencontre, on part du principe qu'on va pouvoir construire quelque chose. Donc c'est un engagement profond. Ce qui fait d'ailleurs qu'on est dans l'innovation sociale à la Pommeraye. Et là, on glisse sur le côté politique des choses, politique au sens noble du terme, pas politicien. La mission de la Pommeraye, c'est de faire bouger les lignes, c'est de faire évoluer les pensées, c'est de faire évoluer les pratiques, c'est de faire évoluer le regard qu'on peut porter sur ces jeunes plus vulnérables, plus en souffrance ou plus en difficulté. Et le côté poétique, c'est l'approche de la singularité, c'est l'approche de la simplicité, c'est l'approche de la beauté de toute forme de relation, c'est de se dire que de ce qu'on va construire ensemble, oui, ce côté poétique, ce côté merveilleux, en fait, de la vie, ce côté exceptionnel. J'ai découvert dernièrement, je voyageais en Asie du Sud-Est, et j'ai pas été jusqu'au Japon, mais l'expression qui m'a beaucoup plu, Ichigo, Ichie. Chaque moment est unique. Donc, posture éthique, on va rentrer dans la relation parce qu'on va être capable de créer quelque chose, d'amener la personne à créer quelque chose. On va le faire dans le cadre qui nous est fixé, mais s'il faut dépasser le cadre, s'il faut faire bouger, on va le faire bouger. Et c'est ce qu'on fait en permanence à la Pommeraye. Et avec la certitude, la volonté, l'envie, la disposition à être dans une rencontre poétique qui va rendre le moment merveilleux. Et ça me réveille tous les jours. Et je peux venir à la Pommeraye avec plein d'emmerdes, j'ai la banane.
Et en même temps, c'est un acte de foi. Hein. Enfin, de foi. Ouais, c'est une mission, comme tu le décris là. C'est pas un emploi, c'est une mission. Ouais, heureusement, je suis payé pour. Mais oui, mais c'est une mission, mais pas du tout dans le sens, enfin, si, spirituel, si on veut, mais pas du tout la mission. Oui, d'ordre de croyance religieuse. Non, il n'y a aucune croyance religieuse. Nous sommes tout à fait apolitiques et non confessionnels ici. Oui, mais c'est quelque chose de l'ordre de, oui, de. Il y a quelque chose qui dépasse. Il y a quelque chose qui dépasse ce qui est écrit dans l'agrément, ce qui est écrit dans le contrat qui nous donne des subventions, ce qui est écrit dans le projet éducatif ici, ce qui est écrit dans tous les process qui sont mis en place. C'est cette rencontre. Et c'est cette rencontre que j'ai aussi avec mes collègues et collaborateurs et collaboratrices. Je vis la même chose aussi, là-dedans. Donc, j'en reviens à comment on fait, mais on a un très long projet qui est très professionnel. Au-delà de cet engagement, de cette vision, de cette posture je dirais, philosophique, il y a un tas d'outils, de dispositifs et d'outils qu'on a développés. Ça, c'est un peu long à expliquer. Parce que il y a des dispositifs, si je prends l'exemple, il y a de l'hébergement collectif, il y a une colocation, il y a des logements de transit, voilà. Maintenant, chaque personne, chaque individu, chaque jeune qui est, à un moment donné, qui bénéficie de l'un ou l'autre de ces dispositifs, eh bien, l'aide va être déterminée en fonction des besoins et des capacités de ce jeune-là. Donc, rien, ou presque rien, n'est reproductible. Oui, parce que tu as des profils de jeunes extrêmement différents, j'imagine. D'ailleurs, comment ils arrivent ici? Est-ce que c'est une décision de justice, ou c'est par eux-mêmes, ou par un membre de la famille? Comment ça se passe concrètement? Alors, à la Pommerie, nous sommes un service un service mandaté. Ça veut dire que les jeunes qui arrivent ici nous sont orientés par des autorités administratives ou judiciaires. Est-ce que ce sont eux qui sont passés directement devant le juge par rapport à des faits que eux ont commis, ou c'est plutôt de contexte familial ou scolaire? Ou les deux? Alors, je vais essayer de résumer. Le secteur de l'aide à la jeunesse. Le point d'entrée du secteur de la jeunesse pour la majorité ou la toute grande majorité des jeunes, c'est ce qu'on appelle le service d'aide à la jeunesse, qui intervient lorsque des parents ou un jeune sont en difficulté. Et là, il y a une tentative de conciliation, de médiation, de construction d'un projet d'aide volontaire et négocié. Et à ce moment-là, ils peuvent faire appel à des services comme la Pommerie pour pouvoir venir soutenir ce projet sur lequel les gens se sont entendus. Si cette étape n'est pas atteignable... Ça, c'est une étape qui se passe plutôt à l'école, on imagine. Ou à l'école. Ah, oui, dans les écoles, non? Non, c'est un service qui existe, c'est un service de la communauté française. Mais comment... comment les gens arrivent là? Oui, voilà, c'est ça. Oh, ben ça, c'est tous les services de première ligne qui peuvent orienter. Ça peut être un médecin de famille, ça peut être l'école, ça peut être une maison de jeunes, ça peut être un club de sport. Les gens qui ont identifié qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est ça. Oui, ou via, de bouche à oreille, les parents se renseignant, apprennent que ça existe, ou le jeune l'apprend par le PMS, par exemple, ou des choses comme ça. Alors, ça peut être les personnes en difficulté elles-mêmes, ça peut être aussi quelqu'un qui fait un signalement. Ça arrive souvent? J'ai pas les chiffres. Ça, je connais pas ce côté-là des choses. Nous, on est en bout de course. Donc ça, c'est le premier. Alors, c'est pas notre public premier pour nous, parce que nous, on est plus avec des situations plus complexes par leur multidimension de complexité, hein. Je pourrais y revenir après, mais aussi on intervient plus quand il y a déjà eu d'autres tentatives d'aide, puisqu'on est plutôt vers la fin de l'adolescence. Tu veux dire des tentatives qui auraient échoué précédemment?
qui ont échoué ou qui n'étaient pas adaptés à ce moment-là ou que les gens n'ont pas réussi à prendre. Donc ça, c'est le point d'entrée. Si la famille ou le jeune ne remplit pas sa part dans cet accord qui est fixé entre les parties et qu'il y a danger, Quand tu entends danger, c'est... et que l'autorité administrative de l'aide à la jeunesse considère que le jeune est en danger de ne pas remplir les conditions du contrat qui était fixé, alors ils font appel au parquet, qui lui peut désigner un juge, qui lui peut imposer une aide. Est-ce que ce sont des processus rapides? Mais déjà, dans le petit tour que j'ai donné, non. On parle de quoi? De quelques mois Pour ce tour-là, quelques mois, oui. Sauf que le législateur étant malin, il a toujours prévu quelque chose, il y a une possibilité de voie d'urgence. Si l'intégrité physique et ou psychique du jeune est actuellement et gravement compromise, hop, on bypasse le circuit et on va tout de suite en entretien de cabinet. On ne passe pas par les audiences publiques. Et donc, ça va très vite. Ça peut être dans les 24 heures. Et là, il y a des mesures qui peuvent être prises de protection, le temps que. Donc ça, c'est la deuxième voie, c'est l'aide contrainte. Donc, aide volontaire, aide contrainte. La troisième voie, c'est lorsque le jeune a commis des faits qualifiés d'infraction, comme on dit dans notre jargon, donc des faits de délinquance, et qui se fait choper, parce qu'il y en a plein qui en font, qui ne sont pas chopés. Et alors là, c'est le juge de la jeunesse qui intervient directement et qui garde le dossier. Donc on a le service de l'aide à la jeunesse, le service de protection judiciaire et le juge. C'est compliqué. Comme souvent dans ce genre de choses. Mais là, il y a deux profils très distincts. Il y a le jeune qui est en danger par son contexte dans lequel il évolue, et il y a le jeune qui a commis quelque chose. Pour moi, c'est deux personnes très différentes. Pour moi, c'est les mêmes. Ah bon? Ouais. Dis-moi, pourquoi? Enfin, c'est les mêmes, non. Il y en a un qui est plus une victime et l'autre plus un coupable, si je veux caricaturer. Alors, si on veut caricaturer, tous les jeunes que j'ai connus qui sont qualifiés, qui ont commis des faits qualifiés d'infraction sont avant tout des mineurs en danger. Donc en fait, on dit mineurs en danger, mineurs ayant commis des faits qualifiés d'infraction. C'est la grande distinction. Mais les mineurs délinquants sont des mineurs qui sont passés par la case mise en danger ou qui sont passés à travers des périodes de la vie qui ont construit cet état. C'est pas un état de délinquance, mais qui ont construit cette trajectoire. C'est un peu une spirale criminogène, en fait. Oui, je sais pas. En même temps, c'est ce que je disais l'autre jour à notre inspectrice pédagogique, parce que nous, on est tenus d'avoir un quota de jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction. C'est extraordinaire, ça. Le législateur a prévu que la Pommerais devait avoir au moins 2/3 de jeunes qui ont commis des faits qualifiés d'infraction. Mais non seulement c'est contraire pour moi, je trouve, au principe même du décret et du code qui institue notre fonctionnement, parce que je passe les détails, ça c'est un peu complexe, mais en plus de ça, les jeunes sont les mêmes ou potentiellement les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir un jeune qui est ici dans le cadre d'une aide volontaire et négociée et qui a commis beaucoup plus de délits qu'un autre qui s'est fait choper parce qu'il était bête, il s'est fait attraper une première fois, quoi. Donc, non, moi je ne fais pas de différence. Et puis c'est en accord avec ce que je disais tout à l'heure sur la posture. C'est une rencontre avec quelqu'un. Alors, par contre, les cas, et ça reste un mystère pour la science, mais les cas de jeunes qui commettent des faits qualifiés d'infraction et qui sont de réels dangers pour autrui, et qui sont dans le champ de la sociopathie ou de la psychopathie, c'est extrêmement faible. Je crois que sur ma carrière, j'en ai connu des milliers déjà.
je peux en compter 5 sur le doigt, enfin, je peux en compter sur les doigts d'une main, ces jeunes. Alors, comment s'est construit cet état de dangerosité? Est-ce qu'il se construit par les circonstances de la vie? Est-ce que c'est quelque chose de génétique? Ça, on n'en sait rien. Ça reste un mystère. Hein. Je ne suis pas spécialiste, mais on n'a toujours pas la réponse à ça. Hein. Par contre, je reviens encore, parce que c'est ça qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, ce sont les trajectoires de vie. Et la vôtre aussi. Hein. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait d'où tu viens, qui as-tu rencontré, quelles ont été les expériences, quels ont été les tournants, quels ont été les carrefours dans la vie qui ont fait que tu as fait tel ou tel choix, contraint ou pas contraint, volontaire ou pas volontaire, conscient ou pas conscient, peu importe. Et d'ailleurs, à titre d'outil qu'on utilise avec les jeunes et avec les familles aussi, c'est de reconstruire cette trajectoire de vie pour que chaque personne puisse prendre conscience de qu'est-ce qui l'a constitué. C'est une sorte d'analyse sociologique, en fait. Oui, sociologique à dimension individuelle. Oui, c'est moi, enfin moi, lui, moi, toi, nous, comme individus inscrits dans des contextes. Et on mêle un peu tout. On mêle qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire familiale, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de quartier, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire scolaire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire associative, dans les rencontres amoureuses, les amis. Et c'est ça qui nous fait, qui fait ce qu'on est. Mais c'est passionnant, hein, la trajectoire de vie. Bon, pour le même prix, on ne serait pas là, vous là et moi ici. Enfin, toi là et moi ici. Bon, moi, j'aurais pu être un jeune de la Pommerie. Tu me lances un peu une perche parce que on vient de parler beaucoup du contexte, mais toi, comment tu étais jeune? Et là, tu viens de me lancer quand même une très très belle perche, donc je rebondis dessus. Et... Quel jeune étais-tu, Denis? Où as-tu grandi? Qui es-tu? Moi, je suis tombé dans la marmite du bonheur quand j'étais petit. C'est bien ça. Parce que j'ai des parents qui m'ont apporté... Oui, la marmite, la potion magique, là. Moi, j'ai une aptitude au bonheur. Hein. Alors, pour preuve que tout ceci est très complexe, nous sommes 4 frères. Il y a des choses dans lesquelles on se ressemble et des choses dans lesquelles on ne se ressemble pas du tout. Et je pense être celui qui a cette aptitude au bonheur le plus de facilité à le ressentir, le vivre et le transmettre. Donc il y a une part d'expérientiel et puis il y a une part de détermination voilà, tout au départ. Quoi. C'est ta posture, tu es un optimiste. Oui, mais pour bien montrer qu'il y a une part qui est née de tout ce que nos parents nous ont transmis et fait vivre, mais il y a une part génétique qui fait que je suis différent de mes frères et que je traverse les éventuelles difficultés ou les différents obstacles différemment. Quoi. Ça a toujours été, depuis l'enfance? Oui. Alors moi j'étais un contestataire. J'ai jamais fait comme les autres en fait. C'est souvent les parcours les plus intéressants. Ouais, mais c'est fatigant. Hein. J'avoue. Donc ça remonte à très longtemps. Hein. Mais ça commence quand? Est-ce qu'il y a un acte fondateur de ça? Je sais pas. Mais je sais que madame... Zut, j'ai fait encore son nom l'autre jour. Ma professeure de 3e primaire avait dit à mes parents, vous n'en ferez jamais rien, il sera clown ou clochard. C'est sympa en 3e primaire. Mais ça, c'est toute l'errance de certains enseignants, j'ai envie de dire. Oui. Pour ne pas dire incompétence. En fait. Oui, mais je n'ai jamais été blessé par ce que les enseignants pouvaient dire. Mais je suis vite devenu plutôt un révolutionnaire constructif. Alors, c'est des grands mots, hein, mais partout où il fallait un représentant, quelqu'un qui prenne la parole, ou qui développe un propos, ou qui manifeste pour
le droit des étudiants, enfin bon, j'étais là. Ça s'est construit un peu naturellement. Tu avais des aptitudes, en fait. Ouais, j'ai toujours pris plaisir à ça. Pris plaisir aussi à ne pas se confondre à l'ordre établi. Trouver sa voie. J'ai un problème avec l'ordre. C'est-à-dire que une chose que je me suis rendu compte de ça dernièrement, encore une fois en marchant, c'est que c'est pas l'ordre qui me dérange. C'est pas. En fait, ce qui m'intéresse le plus, c'est le sens. Donc une règle qui a du sens, c'est OK. Même si c'est un sens que j'aurais du mal à comprendre, auquel j'aurais du mal à adhérer, elle a du sens. Mais l'autoritarisme... Bête et méchant. Hey, sur la porte de mon bureau, il est marqué « autorité sans autoritarisme ». Comment on fait pour être autoritaire sans autoritarisme? Non, pas autoritaire, avoir de l'autorité. Avoir de l'autorité, mais juste je sais pas. Je sais pas, je m'y exerce tous les jours. Mais on dévie, hein, parce qu'on parlait de ma trajectoire de vie, mais j'ai envie de dire que ça en fait partie, c'est oui. Constitutif. Parce que là, on est en train de définir les contours de ta personnalité. Et donc, je considère que pour que je puisse m'inscrire dans quelque chose et réaliser quelque chose, respecter des règles, il faut qu'il y ait du sens. Donc je pars du principe que les autres aussi ont besoin de ça. Je pars du principe aussi que tout ça est un grand jeu. Que nous participons tous à un grand jeu avec des rôles qui sont distribués en fonction des compétences et du hasard aussi. Ouais. Hasard, compétences, volonté, enfin, je ne veux pas minimiser ma propre trajectoire, mais je n'ai pas non plus envie de... Je n'ai aucune fierté par rapport à ça. J'ai énormément de chance. J'ai eu de la chance dans mes rencontres aussi. Mais la chance constitutive amène la chance dans les rencontres aussi. Hein. J'ai été construit pour rencontrer les gens. J'ai été construit pour rencontrer les gens, comme je disais tout à l'heure, dans cette posture éthique et poétique. Et donc ça facilite des rencontres chaudes, chaleureuses, porteuses de sens. Profondes. Donc c'est une chose que je vis avec mes collègues aussi. Et c'est... Si un jour on veut dire qu'est-ce qu'il aura laissé, c'est ça que j'ai envie de laisser. Je vais oser un terme. Certains vont dire que c'est pas professionnel. Comme je disais tout à l'heure que ça dépasse le simple métier, c'est l'amour. Moi, c'est l'amour du mystère de la vie et du fait que je rencontre des gens qui sont là au même moment pour des raisons que nous ignorons tous. Et on fait un bout de chemin ensemble. Et ce bout de chemin, j'ai envie que ça nous grandisse, quoi. Quand je quitte quelqu'un, Ishigo, Ishie, chaque moment est unique. Je veux profiter de chaque moment et je veux profiter que chaque personne se grandisse de chaque moment. Ça paraît fou, mais quand on se donne ça comme... C'est pas se donner ça, moi je le vis profondément en fait. Là maintenant qu'on discute, je me dis ce moment, c'est un cadeau. Cadeau de la vie, quoi. Et j'ai l'impression, pour revenir à la question précédente, j'ai l'impression que ça m'a été légué assez tôt. Alors, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de la consistance par la maturité, par les expériences de vie. Hein. J'ai 58 ans, je n'aurais pas parlé comme ça il y a 20 ans. Mais je préparais ça. Un mot qui a guidé toute mon enfance et mon adolescence. Mais ça, il est fondamental aussi. Parce que tout à l'heure, tu posais la question de savoir comment on fait pour aider.
le mot qui a guidé tout ce que je devais entreprendre dans ma vie, c'est respect. Respect de l'autre, respect de la nature, respect des gens que je ne connais pas. Donc ça veut dire, ça va loin, ça veut dire respect. C'est comment encore il y a une expression quand on dit que un petit événement peut créer de grands... Allez, ce que je pose comme acte ici a des impacts sur des gens qui sont extrêmement loin, mais qui sont sur la même terre que la mienne. Il y a des effets papillons. C'est ça, des effets papillons. Là, pour le coup, il y a une forte dimension spirituelle dans ton propos. De plus en plus. Une sagesse. Ah. Il faudrait encore définir ça. Je pense qu'effectivement, des objectifs ou des sens de l'existence, c'est de faire en sorte d'être demain plus sage, plus éveillé, plus intelligent qu'hier. Se nourrir de tout ça, de tout ce qu'on expérimente, faire connecter les sensations avec le cerveau pour en construire une expérience et quelque chose qui si je réutilise le terme grandi, qui rend plus cohérent, plus aligné. Qui développe. Oui, plus développé, plus éveillé. C'est le symbole de l'éveil. C'est chouette l'éveil. Moi j'aime bien apprendre. Hein. Par contre, ce côté spirituel ou intellectuel, parfois, me perd un peu, hein, parce que j'ai besoin de comprendre, et donc ça me... Trop d'analyse, trop de détachement. Oui, je pense, mais mes collègues rigolent. C'est devenu des private jokes en disant ça y est, il est parti dans ses grandes réflexions. Oui, alors qu'eux attendaient une réponse ultra pragmatique. Ouais. Je suis parfois un peu lent. Au plus je vieillis, au plus je suis lent pour certaines décisions Lent ou réfléchi. Ou réfléchi. Mais oui, mais tellement réfléchi que trop lent, parfois. Mais ça va, j'arrive encore à diriger la boîte. Hein. Mais le jour où je serai trop plané, on verra bien. Mais en même temps, je trouve que ça donne une dimension différente. Et cette dimension différente permet que des problèmes ne soient pas perçus comme des problèmes, en fait. Parce que cette dimension que j'évoquais permet à tout le monde d'avancer et de porter un regard différent sur les choses. Oui, parce que ça amène aussi à quelque chose de beaucoup plus terre à terre pour le coup. Tu travailles dans un milieu pas facile, avec des personnes qui sont dans un moment de leur vie critique. Il faut tenir le coup par rapport à ça, toi et eux. Ouais. Pour faire ce chemin dont tu parlais juste avant, il faut avoir, je sais pas, du détachement ou une force mentale énorme à avoir. C'est un métier difficile. Hein. Pas pour moi, hein. Moins pour moi. Ce sont surtout mes collaborateurs, collaboratrices qui sont en prise directe avec les difficultés des personnes. C'est moralement, c'est psychiquement lourd comme boulot. Et je passe encore aussi les questions... Enfin non, je ne dois pas les passer. En évoquant en plus toutes les questions organisationnelles et de fonctionnement H24, et de variabilité, des temps de travail, etc. Hein. Mais oui, la rencontre avec la désespérance ou la déshérence, avec le refus d'être pris en charge ou d'être aidé, avec les incompréhensions, avec une forme de violence parfois aussi. Hein. Parce que tu en parlais tout à l'heure, ça peut être fait dans les 24 heures
c'est un déchirement dans tous les sens du terme pour les personnes qui connaissent ça, autant de contexte familial que le ou la jeune. C'est le début d'une potentielle reconstruction, mais c'est un peu comment je trouve que le terme est la création par la destruction aussi. Il faut couper un moment pour repartir autrement. Alors ça invite à deux réflexions. D'une part, effectivement, les jeunes que nous accompagnons sont des jeunes qui ont des trajectoires assez chaotiques avec pas mal de ruptures. Beaucoup de ruptures de liens. Je pourrais raconter des histoires que je raconte, on va dire, tu as inventé. Non, non, il y a des jeunes qui disent... Pour donner du contexte, si tu peux en raconter une, éventuellement, pour que les gens comprennent bien, parce qu'eux ne sont pas dans le contexte. Je peux essayer de reprendre une situation. Oui, je vais t'en trouver une rapidement. Et la seconde, je donne directement la seconde réflexion, comme ça elle sera dite, éventuellement on reviendra dessus après. Ta question, vient mettre à jour aussi l'extrême responsabilité de tous les travailleurs et travailleuses de notre secteur d'activité, que ce soit les autorités mandantes qui prennent les décisions, que ce soit les services comme les nôtres qui rédigeons des rapports, qui transmettons des informations, qui formulons des hypothèses, qui formulons des demandes à l'égard des trajectoires de vie des gens. Donc l'extrême responsabilité humaine de ce boulot-là. Il ne faut pas se gourer, hein, et comme on se gourre tous les jours, toi, moi, nous, tous, voilà. Alors, des trajectoires, c'est un collègue avec qui je travaille depuis très longtemps, Fabien, là, il me disait, j'aime bien, il parle parfois de miraculé. Il y a des jeunes qui ont des... Un jeune qu'on a eu jusqu'à pas... Enfin, que nous accompagnons toujours, s'est retrouvé à 13 ans, orphelin de père et de mère, sans aucun réseau familial autour de lui. Alors je ne sais plus à quelle vitesse et dans quel processus ça s'est déroulé exactement, mais il s'est retrouvé à la rue. Et donc, nous, on est intervenus quand il avait 15 ans, et ce gamin était dans une telle fureur, dans un tel manque de confiance, une fureur, une violence à l'égard du monde adulte. Alors c'est moi qui utilise ce mot-là, mais qui l'avait abandonné, ou qui n'avait pas réussi à faire en sorte qu'il ne le soit pas, ou qu'il ne le vive pas comme étant abandonné. Ce gamin, on a dû l'approcher comme un animal sauvage, pour qu'il franchisse la porte même de la pommerie, et donc on ne l'a pas forcé à venir tout de suite, on l'a abordé par un tas d'outils qu'on utilise pédagogiques. Il avait vécu longtemps dans la rue? Ouais, 1 an et demi, je crois. C'est énorme à 13 ans. 13, 14 ans, enfin, jeune. C'est quand même très très jeune. Et donc, on loue des studios ou des petites maisons, voilà, pour un tas de raisons, et on s'est dit, mais ce gamin, on ne va pas le laisser là où il ne veut pas rentrer dans la pommerie, on va l'installer à 15 ans dans une petite maison ouvrière qu'on louait à Andenne, et à partir de là, on va essayer de créer un minimum de relations de confiance avec lui pour voir ce qu'on peut essayer de mettre en place. Et ça, on l'a accompagné comme ça, et puis finalement... je ne suis pas tous les dossiers individuels, évidemment, mais je sais qu'il a été vivre à un moment donné, il a renoué avec un frère, et puis c'est de nouveau, il s'est retrouvé en IPPJ parce qu'il a commis un fait qualifié d'infraction, et puis il est revenu chez le frère. Mais entre-temps, il avait noué une relation de confiance suffisante avec 2 de mes collaborateurs et collaboratrices, qui sont devenus, à ses yeux, des personnes respectables, des personnes sur lesquelles il pouvait se reposer, et donc ce qu'on appelle maintenant des tuteurs de résilience. Il y a une confiance. Oui. Alors, ça ne veut pas dire tout gagner, parce que là, il est de nouveau en IPPJ. Mais quand il sortira, il sait qu'on est là.
Là, il approche des 18 ans. Et à 18 ans, on bascule dans le monde des adultes, même si on n'est pas prêt à basculer dans le monde des adultes. Ça, il faudra voir comment on va pouvoir l'accompagner. D'ailleurs, ce moment, il est très difficile pour beaucoup de jeunes, hein, ce passage. Dans une famille, on ne voit pas le passage. Il n'y a pas beaucoup de familles où on change de statut parce qu'on a 18 ans. Pour nos jeunes, ça change beaucoup. Oui, parce que toi, ils peuvent rester ici accompagnés jusqu'à 18 ans. Et qu'est-ce qui se passe à 18 ans et un jour? Alors, jusqu'à 18 ans, nous sommes payés pour pouvoir les accueillir ici. Au-delà de 18 ans, nous ne sommes plus payés pour les frais relatifs aux jeunes, mais j'ai toujours le personnel. Donc, on a des jeunes qui restent un peu au-delà de 18 ans ici. Alors, de manière générale, les jeunes à 18 ans, il faut qu'on leur ait, soit ils sont entrés dans leur milieu familial de vie, ou un milieu familial de vie, dans la famille élargie ou une famille qu'il s'est constituée ou qu'il le considère comme faisant partie de la famille. Hein. Tous les modèles familiaux sont possibles. Ou bien dans un logement, ce qu'on appelle un logement autonome, donc un cote, un studio, parfois des colocs. Et alors nous, on accompagne encore quelques mois, le temps de renforcer les choses ou de les aider à passer ce cap, notamment sur le plan administratif, et puis sur de mettre en lien avec toutes les institutions, toutes les administrations, en fait, tout ce qui compose la vie d'un citoyen lambda, l'accès au logement, l'accès à la santé, l'accès au travail, à la formation, enfin tout ça, quoi. Maintenant, le problème est... Parce que depuis très longtemps, cette transition est une difficulté. Maintenant, elle est devenue un véritable problème. Depuis quelques années. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi c'est depuis quelques années, mais c'est probablement un long processus et on s'en rend compte seulement depuis quelques années. Mais c'est un changement sociétal, selon toi? Alors, c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. D'une part, sociétalement, dans le sens de l'histoire de notre société, où cette transition entre... Enfin, cette adolescence commence beaucoup plus tôt et termine beaucoup plus tard, pour les motifs qu'on a évoqués tout à l'heure. Et alors, il y a un second élément qui vient renforcer ça, c'est, et on en parle pas mal dans la presse aussi, c'est la souffrance psychique plus généralisée qu'on rencontre, ce qu'on appelle les troubles de santé mentale. On met un peu tout là-dedans, mais bon. Et on constate que beaucoup de jeunes adultes sont en grande souffrance. Mais ils sont, à mon sens, je ne suis pas sûr qu'ils soient en plus grande souffrance que nous. C'est peut-être qu'on en parle plus, en fait, que on a mis des mots sur tout ça. Il y a une différence de perception sociétale. La médiatisation aussi. Ouais. Parce qu'effectivement, tout ça a toujours existé. C'est humain. Ouais. C'est juste qu'on le perçoit peut-être différemment. Oui, puis ça se dit plus, on doit un peu libérer la parole là-dessus. On peut plus facilement dire qu'on est en souffrance maintenant. Et donc à tel point que l'État fédéral a créé des réseaux de santé mentale plus en ambulatoire dans chaque zone de la Belgique, puisque ça existe en Flandre aussi. Et nous, maintenant, on a un nouveau projet depuis 2 ans qui, justement, vise à accompagner les jeunes au-delà de l'âge de la majorité jusqu'à l'âge de 25 ans. Ces jeunes qui ont non seulement une trajectoire dans l'aide à la jeunesse ou dans les institutions pour personnes handicapées, et qui cumulent ça avec des problèmes de santé mentale ou de justice. Et on découvre des situations hallucinantes, abracadabrantesques, de rupture totale, de jeunes qui n'ont plus accès à rien,
plus de carte d'identité, pas de mutuelle, pas de logement, plus de relations, problèmes de consommation, prostitution, enfin. Là, tout près de nous. Et souvent des jeunes qui ont des trajectoires institutionnelles, hein, qu'on a arrêtées à 18 ans. Alors, sur le bon compte, hein, ça s'est fortement amélioré. Hein. En 1990, quand j'ai commencé, le gamin ou la gamine était en institution jusqu'au moment où il devait en sortir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bagage, compte en banque parce qu'on mettait un peu d'argent de côté pour les jeunes, et bye bye. Et dans un monde qui n'est pas celui de maintenant non plus. Hein. Pour l'accès au travail, l'accès à la formation, enfin, on ne parle pas tout à fait du même monde en 30 ans. Hein. Ça devait être une frustration ultime pour toi et tes collègues de voir finalement tout ce travail d'accompagnement que vous avez fait gâcher. Oui, alors... Une toute autre question, mais est-ce que des fois tu revois, vu que ça fait quand même 30 ans, c'est ce que j'allais dire, oui. Des jeunes qui ne sont plus si jeunes maintenant, parce que si c'était il y a 30 ans, est-ce que des fois il y a des gens qui sont revenus oui. pour témoigner, ou même longtemps après, peut-être 10, 15, 20 ans après, où tu es resté en contact avec eux? Oui, mais donc c'est ça. On nous pose souvent la question de quel est le résultat de votre travail. Et en fait, on n'a encore jamais trouvé de système, de modalité pour pouvoir objectiver l'impact des interventions que nous avons, nous ou d'autres services. Hein. Mais ça tient aussi à une question de droit, c'est-à-dire que la personne... Donc, une question de droit, c'est-à-dire que la personne qui en a fini avec l'aide à la jeunesse ne peut pas être retrouvée, puisqu'il a droit à son anonymat. On est face au casier judiciaire, c'est ça que tu veux dire? Casier judiciaire ou casier administratif. Le jeune qui a 18 ans est majeur. S'il ne laisse pas de lui-même une adresse ou une façon de le contacter, nous n'avons aucun moyen de contacter. Hein? Et aucun droit non plus de pister quelqu'un pour aller lui poser des questions. Le second élément qui est plus psychologique, c'est que la plupart des jeunes et des familles veulent tirer un trait. Ah bon? Il n'y a pas un attachement qui se crée, peut-être avec des indicateurs et tout ça? Si, mais tirer un trait sur... Une période sombre? Plutôt la période sombre, pas sur les relations qu'il y a eu dans la période sombre. Mais en même temps, tirer un trait passe aussi par le fait de prendre distance par rapport à des relations qui se sont nouées pendant cette période-là. Donc c'est très difficile. Je sais que les politiques néolibérales dans lesquelles nous sommes veillent, visent, souhaiteraient qu'on puisse arriver à quantifier le travail. On va devoir... La question de l'évaluation, elle va arriver un jour. Je ne sais pas comment on va faire, mais bon, bref. Donc on sème des graines. Cela étant dit, moi j'ai des enfants qui ont entre 33 et 25 ans. Je constate maintenant que des graines que j'ai semées il y a très très longtemps poussent seulement maintenant. Oui, puisque l'individu est en construction permanente et qu'il se nourrit en permanence, parce qu'il s'éveille en permanence, et donc il y a des choses. Donc on doit partir du principe qu'il y a des jeunes pour lesquels on aura eu un impact assez significatif sur les trajectoires de vie. Et ça se vérifie, mais statistiquement, c'est pas valide. Puisque, bon, statistiquement, il y a ceux qu'on voit dans les journaux, c'est souvent pas nécessairement des bonnes nouvelles. Et puis il y a ceux qui viennent nous dire bonjour. Généralement, c'est parce qu'ils vont bien qu'ils viennent dire bonjour. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des discussions sur, tiens, qu'est-ce qui a fait que? Oui. Et chaque fois, ils reviennent, c'est des rencontres. C'est tel éducateur ici à la Pommerie, c'est tel... Moi, j'ai encore vu, je dis un gamin, mais il a 45 ans, qui est venu me voir dernièrement. Il m'a demandé de venir me voir parce qu'il était en difficulté avec un de ses gosses et il voulait discuter. Et il m'a rappelé tout ce que j'avais fait pour lui. J'avais oublié, moi, tout ce que j'avais fait à l'époque où j'étais plus sur le terrain
pour lui. Et il m'a dit, tu as permis que je prenne certaines routes à un moment donné. Et donc on a régulièrement des jeunes qui reprennent contact ou qui passent. Et ça, c'est quand même... Tu dois être content, il y a ouais. une gratitude, c'est ça. Ouais. Quel bonheur. Alors, pour le reste, on ne sait pas, mais ce n'est pas... Enfin, c'est de l'ordre de l'improbable, voire de l'impossible, qu'on ne laisse pas une trace, à un moment donné, une marque. Alors, l'un ou l'autre de mes collègues... je ne suis pas toujours conscient non plus. Alors, je disais tout à l'heure, on est le bout de course, donc ça veut dire qu'on a les situations les plus complexes, et ça veut dire qu'on a aussi des situations de jeunes qui sont qui ont des déficiences. Alors, c'est un concept qu'on n'a encore pas bien défini, je pense, mais des handicaps sociaux associés à des handicaps intellectuels ou des limites, en tout cas, qui limitent assez fort quand même la possibilité de développement, d'inscription sociétale et d'épanouissement tel qu'on l'entend dans notre société, travail, famille, patrie, je déconne. Voilà, donc je dis souvent aussi, la valeur d'une société se mesure à la place qu'elle réserve à ses plus faibles. Et donc on a des jeunes qui sont tellement vulnérables et tellement peu armés ou peu outillés qu'ils resteront des personnes qu'il faudra en partie ou en totalité prendre en charge. Hein. J'aimerais bien que ce ne soit pas le cas, mais ça c'est une réalité quand même. Sans compter les reproductions intergénérationnelles aussi. Hein. Ça c'est frappant. Il y a des jeunes qui n'ont jamais connu leurs parents au travail, ni leurs grands-parents, par exemple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible de leur faire intégrer la notion de valeur du travail ou d'intérêt du travail, ou de tout ce qui va autour du travail, mais c'est un gros boulot. Il y a quand même des populations qui sont fortement... déconnectées. Ouais. En parlant de déconnexion, tu en as touché un bref mot tout à l'heure, l'Afrique, Ouais. les paysages lointains, Ouais. ton côté aventurier. Ouais. Tu peux nous toucher un mot sur ça? Je crois que tu as un programme où tu emmènes des jeunes, c'est au Bénin, c'est bien ça? Ouais. Dis-nous tout. Alors j'aime bien raconter le point de naissance. Ouais, voilà, avec comment on arrive au Bénin? Parce que trajectoire de vie, hasard, multiparamètres. Bon. Société. Je randonne. J'étais parti pour quelques jours en randonnée le long de la Semois, tout seul, avec mon sac à dos, ma tente et... En bivouac. En bivouac. Et je trouve, le long de la Semois, je ne sais plus où c'était, il faudrait que je retourne voir, je tombe sur un vieux moulin, accessible uniquement à pied. Et je me dis, tiens, je vais lancer un projet qui va s'appeler Pieds sur Terre, parce qu'on est obligé d'aller à pied, et qui sera un projet très très nature. Donc on va retaper ce moulin, et il y aura des éducateurs qui vivront dedans, ils iront chercher le jeune à pied, là où on nous le confie, et on vivra à la dure, mais très proche de la nature, en fonction des besoins primaires avec les jeunes, dans une relation très horizontale et pas verticale d'éducateur d'un jeune. Et en plus de ça, on ne fera pas de rapport aux autorités mandantes, mais c'est un écrit qu'on fera avec le jeune. Et en plus de ça, le jeune quittera quand il le décidera. C'est-à-dire qu'on va tout à fait à l'encontre du système tel qu'il existe, mais en me disant, il y a des jeunes qu'on accrochera peut-être comme ça parce qu'on va les surprendre. Donc je rédige ça le soir dans la petite tente, il n'y a pas encore d'ordinateur portable. Et je rentre au bureau, j'envoie ça au cabinet de la ministre en disant, tiens, voilà, j'ai une idée, les gars. Parce que l'avantage, c'est qu'on se connaît toujours dans une grande famille, les gars de la jeunesse.
Et on me répond, ouais, super idée, Denis, mais on n'a pas les sous. Le truc habituel, quoi. Ouais. Mais t'as encore... Mais c'est une belle idée, mais Ouais, on ne te donnera pas d'argent, mais c'est une très belle idée. C'est une très belle idée, continue comme ça. Mais pas avec nos sous. J'avais déjà créé d'autres choses avant. Hein. Moi, j'ai toujours, depuis que j'ai commencé à travailler, hein, à part les 9 premiers mois, qui étaient la période pour accoucher de mes convictions, où j'étais dans une boîte pourrave, où j'ai dû supporter un tyran. Après, dès que j'ai pu me libérer de ça, je n'ai fait que créer des projets et amener des gens autour de projets qui sortaient du cadre. Bref, je fais ce truc-là. Donc quelque part, ça me fait plaisir, parce que j'ai pris le pied à le conceptualiser. Et puis, quelques mois après, il y a eu l'affaire Van Olsbeek, qui était un drame, un jeune qui a été tué par un jeune qui était... Oui, à la gare... Gare centrale. Pour un iPod ou un truc comme ça, je crois. Oui, c'était dans les années 2010, par là. C'est ça. Ouais. Avant, 2007, je crois. Ok. Et... Mais ça marque la Belgique, effectivement. Tout à fait. Et à ce moment-là, l'État fédéral lâche du pognon pour les entités fédérées, aide à la jeunesse en disant il faut faire quelque chose pour tous ces jeunes qui ne vont pas bien, quoi. Et tout d'un coup, on me retéléphone en disant écoute, tu avais écrit un chouette truc, mais en fait, nous, on te propose de partir au Bénin avec des jeunes et avec Sidney Leroux et avec la ministre et avec Jean-Denis Lejeune. Ça fait un peu opération de com, dit comme ça. Légèrement. Légèrement. Donc on me téléphone un vendredi après-midi, on me dit tu as 5 minutes pour répondre. Je dis j'ai pas besoin de 5 minutes. La question c'est est-ce que je suis prêt à partir au Bénin dans 3 semaines avec 4 jeunes? Oui. J'avais jamais été. Et donc je suis parti là avec Jean-Denis, la ministre, et puis là-bas sur place on a eu des discussions et elle m'a dit bon, c'est son chef cab hein, qui a dit avec elle, ils m'ont dit voilà, on a des moyens, mais on aimerait bien faire quelque chose qui sort de ce qui existe déjà. Est-ce que toi tu serais prêt à lancer un projet de remobilisation? On appelle ça la rupture, moi j'aime pas trop la rupture, de remobilisation par un voyage de rupture au Bénin. Ok. Et voilà, donc on est parti de rien, pas d'équipe, pas de projet, pas de construction, pas de budget. Et comment le Bénin est venu? Pourquoi ce pays? Ça aurait pu être n'importe quel autre pays. Alors, c'est le premier pays qui a signé un accord de coopération avec la Belgique francophone en 1991. Et c'est un pays avec lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles a beaucoup de liens culturels. C'est un pays très stable sur le plan politique. Pas trop loin, enfin, il y a énormément de conditions qui... Mais sinon, c'est le hasard. Hein. Et donc, alors après, ça s'est partagé, c'est-à-dire qu'il y a un autre collègue qui organise ce même genre de séjour que nous, et un troisième collègue liégeois qui le fait aussi. Donc on a partagé les budgets ensemble pour proposer des choses un peu différentes, même si c'est dans la même logique. Et comment ça se met en place? Tu es parti sur place avec quelques jeunes, directement? Alors là, c'était un séjour de 10 jours, effectivement, avec RTL, j'avais oublié, pardon. Il y avait Ciné Télé Revue, RTL. Ça fait tout ce que j'adore. presque télé-réalité, dit comme ça. Tout à fait, tout à fait. Mais écoute, Marseillais à Cancun, mais... Non, mais on a servi à la com de la ministre et oui, j'étais conscient de ça. Mais bon, ça va dans le bon sens aussi, donc voilà. Donc, alors, oui, j'ai oublié de dire, je cultive une certaine forme de naïveté. Mais c'est en lien avec tout ce que j'ai dit de mon rapport à la vie. Hein. Parce que s'il n'y a pas cette naïveté, il n'y a pas la rencontre authentique non plus. Hein. Donc, ma naïveté, certains disent la fausse naïveté, mais peu importe si elle est fausse, j'arrive à me rendre suffisamment naïf que pour traverser certains moments, pour être dans une rencontre authentique, et ou pour obtenir des possibilités de développer un projet. Partir avec RTL et Ciné Télé Revue, voilà, j'ai vraiment joué le jeu comme je sais faire, quoi. J'étais content, hein, moi.
j'ai vécu des choses exceptionnelles avec ces jeunes-là. Et puis finalement, on a même impliqué les jeunes dans la réflexion sur le projet là-bas. Ils étaient contents, comment ils ont pris le projet? Les 4 avec qui on est parti, c'est difficile à dire maintenant, mais c'était... enfin, je sais qu'il y en a un qui avait énormément... avec qui j'avais beaucoup d'échanges là-bas, qui était déjà très mûr pour son âge, qui avait une trajectoire de vie extrêmement compliquée. Malheureusement, il est décédé dans la rue, à 32, 33 ans. La cam. La cam et la vie de rue. Hein. Bon. Dont on n'imagine pas la dureté. Hein. Alors, après, donc ça c'était en 2007, le projet s'est mis en place très rapidement en 2008, il a fallu trouver des travailleurs là-bas sur place, découvrir, comprendre des administrations, en fait, tout ce qu'on veut. Maintenant, le projet a fortement évolué depuis lors. Hein. Les jeunes rédigent eux-mêmes leur récit. Leur récit fait rapport. Parce que l'expérience est tellement exceptionnelle que seul le jeune peut dire ce qu'il a traversé, ressenti. Donc c'est lui qui le fait. Nous, on ne fait pas de rapport. Et dans ces récits, ça répond à ta question de savoir comment ils le vivent. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis parti il y a quelques mois avec un réalisateur, je crois que c'est la Médiathèque, je ne sais plus pas, qui a fait des prises de vue et des interviews de jeunes qui sont là-bas, de notre projet et des projets des autres collègues, qui sont des récits de vie, en fait. C'est magnifique, hein, ce que ces jeunes racontent. Moi, j'étais là-bas il y a 15 jours, j'ai encore été voir les jeunes, j'ai la chair de poule hein, quand j'en parle. Ça ne peut pas ne pas laisser des traces. L'expérience est tellement extraordinaire dans le sens premier du terme que, petite parenthèse, j'ai 4 enfants, enfin, pas tout seul, nous avons 4 enfants. 3 d'entre eux sont partis en séjour au Bénin. Pas par la communauté française. Hein. Et régulièrement, quand un Béninois vient, il vient à la maison et mes enfants sont encore attachés. L'expérience était tellement puissante qu'à 30 ans, ils en tirent encore des éléments pour avancer, pour grandir. Et donc, très vite, on a quitté le travail de groupe et en fait, les jeunes partent seuls. Donc toi, tu les mets dans un avion et ils se retrouvent là-bas. Oui. Alors, on demande le raccord quand même. Hein. Bien sûr. Oui, mais parfois, on force un peu. Enfin, oui, forcer dans le bon sens. On s'entend. Et puis, on ne dit pas tout. Pour qu'il y ait une part de découverte. Oui. Et d'expérience, dans le bon sens du terme encore. Oui. Fois. Mensonge par omission, comme on disait. Mais c'est un mensonge bienveillant. C'est un mensonge bienveillant, tout à fait. Et donc, en fait, progressivement, on a construit un itinéraire, une trajectoire, encore une fois, initiatique. Notre société manque de rites de passage, et donc, nos amis africains sont très forts dans les rites de passage, et donc le jeune arrive, il a 3 semaines d'immersion, comme on appelle. Le sous-titre du projet, c'est comment se perdre pour mieux se retrouver. Donc pendant 3 semaines, tu es perdu. Tu ne connais plus les codes, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus d'ordi, tu n'as plus d'électricité, tu n'as plus d'eau, tu n'as plus de chiottes. On en vient au primaire, aux besoins primaires. Tu en viens aux besoins primaires. Hein. Tu es confronté à toi-même, parce que tu n'as plus d'échappatoire. Tu n'as plus ton joint, tu n'as plus tes potes, tu n'as plus la console, c'est toi. Et tu es face, ou tu es avec des gens que tu ne connais pas, et en qui tu vas devoir faire confiance. D'une culture totalement différente. Tu as perdu les codes. Donc tu es obligé de faire confiance à quelqu'un pour qu'il t'apprenne à reconstruire un univers dans lequel tu vas pouvoir retrouver une certaine forme de sécurité
et garantit ta survie, quelque part. Enfin, je vais jusque-là. C'est un grand reset, en fait. C'est un grand reset, oui, c'est juste. The big reset. 3 semaines. Des jeunes qui étaient dans mes bras en pleurant. J'ai compris, monsieur, j'ai compris. Non, t'as rien compris. Je veux rentrer. Non, c'est pas possible. On ne sait pas changer les billets d'avion. Autre mensonge. Pas par omission, celui-là. C'est un vrai mensonge. Mais... On a eu quelques jeunes qu'on a dû ramener hein, parce que c'était trop dur. Mais ces jeunes ont une capacité ils ont des ressources. Ouais, ouais. Et après, je passe les détails, mais après, leur famille va rester le long du trajet. Ils vont revenir dans la famille, mais ils vont partir faire des expériences. Notamment, ils vont devenir des aides eux-mêmes dans des ONG. Nous, on a une ONG pour enfants en situation de handicap. Les jeunes vont aller travailler dedans. Puis ils retournent en famille. Puis ils se font baptiser. Ils reçoivent un nom local. Puis ils repartent. C'est ce que tu disais tantôt, trouver sa place. C'est ça. Être l'élément constitutif de la société. C'est ça. Devenir une personne. Ouais. Et il faut les voir quand ils rentrent. Ils doivent être un peu exaltés, galvanisés d'une expérience comme ça. Alors oui, et en même temps, parfois une sorte de dépression postpartum comme ça. Trop d'un coup. C'était tellement extraordinaire de revenir ici. Oui, alors ils reviennent quasi tous habillés en tenue traditionnelle. D'ailleurs, le jour où j'étais dans l'avion, il y avait un jeune d'un autre projet, je l'ai repéré, c'est le seul qui était habillé en tenue traditionnelle. Donc ils se sont construits une identité, où ils ont été reconnus, ils reçoivent un nom local, donc un nouveau départ, reset, nouveau départ. L'enjeu du projet, c'est pas de partir, parce que ça, on leur dit pas tout. C'est pas de rester parce qu'on leur ment, il n'y a pas moyen de revenir. En fait, il y a moyen, mais bon. L'enjeu, c'est le retour. Parce que eux, soit ils ont changé vraiment profondément, soit ils ont la sensation, et peu importe. Mais le monde n'a pas changé. Mais eux ont changé. Oui. Un photographe comme toi pourrait saisir ça. Gardons-le en mémoire. Le jeune qui part à Zaventem et on fait une photo du jeune qui rentre 3 mois plus tard. C'est pas le même. Le regard n'est pas le même. Moi, je le vois. Je ne sais pas si un appareil photo pourrait le voir. À tester. Ouais. C'est le regard comme ça. Puis le regard droit. Mais c'est pas magique. Ce serait trop beau. Ah, si Ça serait trop simple. Si l'éducation pouvait être magique, ça serait... Donc voilà, c'est un de nos dispositifs d'aide qui est souvent mis en avant. C'est le plus exotique, je dirais, c'est le plus particulier. Mais enfin, tout un temps, on avait une yourte aussi pour loger des jeunes. On a eu une caravane. On sait pas l'Afrique, mais c'est des modalités différentes de pour répondre. Ouais. En parlant de dépaysement, ça serait quoi la suite pour toi? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait, que tu voudrais faire? Ah oui. Vu que tu es un homme de projet, est-ce que tu en prépares? Ou au contraire, tu peux te laisser porter par le moment ou l'opportunité? Alors, ce qui j'allais dire me remplit de joie, mais c'est peut-être un peu exagéré, mais ce que je suis en train de percevoir et qui me fait plaisir, c'est que progressivement dans cette maison, les projets commencent à émerger au départ d'autres personnes que moi. Pendant longtemps, c'est moi qui ai inspiré, initié, pensé. Le leader. Oui. Et maintenant, ça commence à venir. La transmission. Ouais, et ça, l'émulsion. Ouais. Ça me fait vraiment plaisir.
Donc peut-être que la suite de ma carrière, ça va être plutôt de permettre l'émergence de ça. Donc Du mentorat. fournir les conditions globales, dont du mentorat, pour que d'autres initiatives, d'autres créateurs puissent se révéler dans la maison. Est-ce que tu as un rêve ultime? Ouais. Par contre, j'ai quand même un projet. Ah, pardon. C'est autour de la rando. Autour de la rando. Je voudrais faire des randos longue distance avec un seul jeune ou avec deux, trois jeunes. Un adulte, 2, 3 jeunes. Toujours en bivouac? Ouais. T'aimes bien ce côté conditions un peu rudes quand même? Ouais. C'est assez formateur en fait, c'est ça? Ouais. Ça, mon père, ça fait partie des apprentissages. Ouais, et tu avais aussi des séjours un peu on va dire de bivouac, de camping sauvage? Oh oui. Je vais te donner un exemple. Pour dire comment mon père m'a dressé, c'est pas du tout le cas, c'était un poète. On habitait en Grèce, toute mon enfance, mon adolescence. Et on part au ski. À Volos, il y a une piste de ski olympique. Donc 2850 mètres, je crois, un truc du genre. On arrive, pas assez de neige. Nous les ados, ok, pas merde, on retourne à l'hôtel ou à l'appartement. Non, on est venu jusqu'ici, on va skier. Ski sur l'épaule, le long des pylônes, à pied. Arrivé en haut, cette descente de ski, c'est la plus belle de ma vie. Parce qu'elle a suivi un effort considérable. Un effort physique, un effort mental. Et ça, c'est des choses, je trouve, qui sont fondatrices. Moi personnellement, je pars chaque année aussi en rando tout seul. Et j'aime bien aussi même me passer pour essayer de retrouver uniquement l'essentiel, en fait. Tant qu'il y a un peu d'eau et un quignon de pain, c'est bon, quoi. C'est un peu un leitmotiv de tout ce qu'on vient de dire. Je sais que tu n'as pas de mot rupture, tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est quand même un peu ça. Se mettre, ou en aparté, peut-être plutôt ça. Prendre une aparté. Se retirer un peu du contexte social, s'isoler volontairement. Oui. On en revient à ta contemplation. Oui. Ah oui, j'ai de plus en plus de plaisir avec ça. Et la question de la marche, c'est aussi que quand on marche, on est occupé et on doit regarder tous les 2 ou tous les 3 ou tous les 4 dans la même direction. Et ça veut dire qu'on peut se parler on peut se parler de choses extrêmement profondes et difficiles dans la nature et en regardant ensemble dans une même direction. C'est pas du tout le même contexte qu'un bureau, un entretien professionnel dans un bureau. Ouais. Et je crois beaucoup thérapeutiquement à ce type de choses-là. 1. 2, la thérapie par l'effort physique. 3, par la nature. 4, par le fait de retrouver le plaisir, la valeur et l'importance des petites choses. On ne jette plus un morceau de pain quand on marche parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver le lendemain. Tous ces petits trucs-là. Voilà. C'est un primaire. Oui, malheureusement, c'est peut-être pas le bon mot, mais le métier se professionnalise de plus en plus, les normes sont de plus en plus contraignantes et les cultures des jeunes travailleurs évoluent aussi. Je ne suis pas du tout certain que je trouverai un jour quelqu'un qui veut bien partir seul avec 3 ou 4 jeunes, parce que même la sécurité et le bien-être au travail va me tomber dessus, la récupération des heures, et si jamais il se passe quelque chose avec l'adulte... Le cadre et l'autorité. Voilà. Donc peut-être que c'est moi qui le ferai. À un moment donné, j'aimerais bien tester. Ça serait une belle fin de carrière pour les années qui te restent à travailler. Oui, c'est pas exclu. Pas exclu. Est-ce que toi, tu aimerais avoir 16 ans aujourd'hui? Un autre reset?
c'est difficile de répondre du tac au tac à cette question-là. Je vais peut-être répondre, j'ai envie de répondre tac au tac, quitte à passer pour un vieux con. Vas-y. Je crois que j'ai eu vachement de chance d'avoir 16 ans en 80, les années 80. Donc, je préfère mon tempo, enfin mon... Ton époque. Ouais. Non, elle était plus joyeuse, plus libre et plus insouciante. L'insouciance. Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup plus de moments d'insouciance. Donc moi, c'est 66. Hein. Donc parents, enfants de la guerre, universitaire, milieu bobo des années 60-70, développement économique, technologique, accès... Tu peux le dire, hein, tu es la dernière tranche des boomers. Faut... Oui. Souvent, c'est un peu dit comme une insulte, mais techniquement parlant, tu fais partie de la dernière vague des boomers. Ouais. Donc mon enfance, c'est les années 70, mais mon adolescence, c'est les années 80. Le début de boulot, c'est les années 90. Sky is the limit. Hein. Moi, j'ai toujours appris ça, quoi. Fonce. Mon père avait écrit dans le couloir crois en toi, fonce, ou des trucs comme ça. C'était go, quoi. Vas-y, fixe-toi des trucs et fonce, ça marchera. Et puis, c'était quand même insouciant. Je veux dire, je parlais de ça avec des vieux potes, là. On partait en vacances un mois avec Interrail et 6 000 francs, bon, 150 €. Pas de téléphone, des travelers chèques. Nos parents ne savaient pas où on était, on avait 16, 17 ans. On ne voyait pas le danger. Nous, on ne voyait pas le danger, les parents ne voyaient pas le danger non plus. Il y en avait pourtant, hein. Le regard était différent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus de danger, en fait. Hein, mais il y a le danger qu'on s'est créé ou qu'on s'est constitué maintenant. Maintenant, objectivement parlant, on pouvait se permettre plus d'audace. Hein, dans des choix de travail, dans l'immobilier, faire des enfants. Enfin, c'était plus... D'où dit comme ça, c'est un peu l'image que... Moins anxiogène, voilà. Ouais. Je ne suis pas anxieux, hein, mais je comprends que les jeunes de maintenant se posent plus de questions avant de poser des actes. Moi, je suis arrivé ici comme directeur à 27 ans, déjà avec 2 enfants, avec une maison qui a un poêle au charbon et une 2 chevaux. Il faut voir les bagnoles des éducateurs maintenant. Hein. Enfin, les curseurs ou les points d'attention, ou je ne sais pas comment dire, moi, n'étaient pas... Oui, ont complètement changé. Oui, n'étaient pas les mêmes. Oui. Bah, je veux dire, il faut... C'est vrai que, objectivement, avec tout ce qu'on entend, il faut une sacrée dose d'idéalisme, de naïveté ou d'inconscience, hein, enfin, une forme d'inconscience pour passer outre tout ça et continuer à construire, à porter des projets. Mais notamment faire des enfants. C'est vrai que ce sont des choix à l'heure actuelle pour les jeunes qui ne sont pas aussi évidents que ce ne l'était pour nous. Hein. Je parle comme un vieux con. C'est parce que je t'ai dit que tu étais la dernière tranche des boomers. Ouais, je l'ai dit, je vais avoir 60 ans bientôt. Hein, c'est quand même... Et ça me trouve, ça. Hein. Je vais te donner une autre question qui va peut-être te permettre de te rattraper pour faire moins vieux con, comme tu le dis. Ça serait quoi la BO, la bande originale de ta vie si c'était un film? Si ta vie était un film, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique sur ça? Je ne m'y connais pas du tout. C'est vrai? Là, je suis étonné. Je t'aurais vu un peu en Bernard Lavillier ou quelque chose comme ça.
Ah oui, non, pardon. Oui, mais non, pas un film que je connaîtrais. Ah, Tu non, dirais non, un- tu choisis une musique et ta vie est un film. Quelle musique on met sur ce film? La bande originale. Oh. Brassens pour l'irrévérence, pour l'humour et la profondeur. Ou bien AC/DC pour le punch et le show. Show must go on. Hein. Jamais Ah, ça, c'est Queen. Oui, oui, je sais. Parce que j'ai envie de faire partie d'un grand show et qu'on ne serait plus là, que le show continue. Il faudrait que je dise ça à mes enfants qui mettent ça. Ou une musique de Bond, parce que mes enfants m'appellent Denis Bond. Je leur ai imposé. Hein. Ou un bon Pink Floyd. Ça laisse Pour mon époque. pas mal de choix. Ouais. Super. Il me reste la toute dernière question qui est la même pour tout le monde. Qui voudrais-tu voir dans Raconte à ta place pour faire ce même exercice que nous venons de faire? Sur qui tu voudrais en savoir un peu plus? Ou sous un autre angle, si tu connais cette personne. Dans tout secteur, tout milieu francophone, c'est à seule limite. Pas mal de gens. Un top 3? Alors, oui, on pourrait faire un top 3 pour aller dans des registres complètement différents. Un journaliste. Lequel? Je trouve qu'on a des journalistes de très très haut niveau sur la RTBF. Donc pour les Français qui nous écoutent, la RTBF, c'est la télévision belge francophone. Ah ouais. Mais je pense plus à la radio-télévision, enfin à la radio. Arnaud Ruyssen, Eddie Kakelbergs. Ces gars que j'entends toujours me raconter, me traiter, me décoder l'information. J'aimerais bien connaître leur parcours, qu'est-ce qui a fait. Ça doit être des gens passionnés aussi et passionnants, à mon avis. Pascal Claude, enfin, tout ce registre-là. Politique, sociétal. Boulot, hein, préparation. Comment ça s'appelle celle qui fait matin premier, pas matin premier, le matin, là, extraordinaire aussi, à la radio, tous les jours à 10h, de 10h à 11h30. Tu trouveras bien. On trouvera. Ouais, préparation, humour, simplicité, légèreté, tout ce que j'aime. Et dans les deux autres catégories? Alors, je prends un artiste. Il y en a beaucoup que je pourrais choisir, mais Bouli Lanners. Pas mal. Vous savez que vous avez amené quelques points communs. Ouais. Il est cohérent. On va lui demander. Il est aligné, il a les pieds sur terre. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un jardinier. Ouais. J'avais développé tout un temps un projet qui s'appelait Racines aussi. Les racines, c'est important, les racines. C'est un type de racine. Mais pas le con, pour revenir à Brassens, les gens nés quelque part, là. Les gens qui sont nés quelque part, à écouter ça. Qui trouvent que c'est toujours mieux chez eux qu'autre part. C'est à la fois gourmet, ou gourmet. Un air gourmet, enfin, ce genre de... qui sont en même temps, en plus des acteurs... Et alors, une troisième catégorie, peut-être, qui me fascine, qui m'intéresse, ce sont les gens qui sont dans la politique. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont dans la politique. Là, je t'avoue, je suis un peu étonné. Ah oui? J'aurais cru que tu les aimais pas, mais bon. Ah non. Aimer, je sais pas, j'ai beaucoup de respect. Ok, c'est vrai que c'est pas la même chose.
je ne supporte pas... J'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup la question du sens. Et je déteste obéir à quelque chose auquel je ne trouve pas de sens ou qui ne correspond pas à mes valeurs. Mais je déteste le discours, un certain discours ambiant qui consiste à toujours critiquer les politiques, à tout mettre sur leur dos et à considérer que c'est à cause d'eux que les choses ne vont pas. C'est d'une imbécilité crasse. Extrêmement facile aussi. C'est facile, c'est déresponsabilisant et ça permet de dévier la responsabilité sur d'autres qui sont face à des enjeux d'une complexité extraordinaire, ne fût-ce qu'à petite échelle, même une commune. Alors, parfois des choix terribles à faire. Oui, quand on pense à un pays, et un pays comme la Belgique qui n'est rien dans une entité qui est l'Europe, qui n'est presque plus rien dans une entité qui est le monde, enfin bref. Alors parmi les hommes politiques, ou les femmes politiques, il y a sûrement qui ont dû me... Il y a un type qui me paraît intéressant. C'est aussi parce que tu me poses la question aujourd'hui. Il publie beaucoup pour l'instant sur Facebook. C'est Rudy Demotte, qui est cerveau, je crois, qui s'est retiré, en partie d'ailleurs, qui a fait une carrière assez fulgurante, mais qui semble quelqu'un qui dépasse la question de parti. Il a été dans un parti, mais enfin bref, il m'a donné l'impression d'avoir une intelligence beaucoup plus globale, pas partisane. Et pour l'instant, il prend des positions d'analyse géopolitique assez intéressantes. On a un nom comme ça, je ne connais pas le garçon. Hein. Est-ce qu'il y en a qui me fascinent quand même là-dedans? Oui, je ne vais pas citer le nom, mais il y en a, mais l'ego de certaines personnes est tellement surdimensionné que ça risque de prendre le pas. Ouais, de ne pas être assez juste ou assez honnête ou vrai. Oui, il y a le personnage public et puis il y a la personne derrière. Ouais. Surtout, c'est très présent dans ce milieu, effectivement. Ouais. Bien. Et encore une fois, je ne les critique pas. C'est très difficile, à mon avis. Ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. Oui. D'arriver et de rester. Et donc, ils doivent se prémunir, ils doivent construire un tas de... Une carapace solide. Oui, parce que moi, déjà, à mon tout petit niveau, je vois ce que c'est de prendre des décisions qui ne correspondent... Je peux comprendre que le mécontentement... Voilà, 3 pistes. 3 bonnes pistes. Et tout ce qu'il y a eu avant, surtout. Merci beaucoup, Denis Rioux. De rien, raconte. Merci à vous. Raconte, s'écoute, se lit et se regarde.